Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On va laisser les derniers participants se connecter. Donc, je suis Chloé Potier. Moi, je m'occupe d'organiser ce webinaire. Donc, je serai en régie pendant le temps de présentation. J'introduis juste rapidement. Vous avez un chat sur la droite de votre écran sur Livestorm, juste ici. Voilà, il y en a déjà qui l'ont trouvé formidable. Et tout au long de ce webinaire, on va interagir avec vous sous forme de questions. Donc, vous avez un onglet sondage juste à côté de votre onglet chat, dans lequel on vient de publier une première question. Et donc, vous pouvez réagir directement dedans en votant tout au long du webinaire. En attendant le temps de laisser les derniers participants se connecter, on va juste partager une petite vidéo d'attente au format publicitaire. Nous mettons le meilleur de la technologie au service de la performance de nos clients. Grâce à nos collaborateurs et notre écosystème, avec un véritable ancrage sectoriel. Secteur public, transport, énergie, retail, industrie et services. Nous vous accompagnons de l'idée à la solution opérationnelle, durable et industrielle. Avec nos 600 talents, nous comptons plus de 200 missions et projets digitaux en cours. Près de la moitié des entreprises du CAC 40 fait partie de nos clients. Vous aussi, faites de la transformation digitale votre accélérateur de succès. Créateur de solutions digitales métiers. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Sarah Elfanan, responsable des développements front-end et experte accessibilité. Bonjour, je suis Fanny Mercadal, je suis lead UX UI designer chez Cli Interactive, l'agence digitale de Cli Group. Nous travaillons toutes les deux pour des projets de nos clients qui adressent ces problématiques de design, d'accessibilité et d'éco-conception. Des exemples de clients, santé.fr par exemple, la Fédération française de tennis ou encore le musée d'Orsay. Voilà, donc nous allons vous proposer d'aborder ces sujets sous la forme d'un quiz et pour cela, nous allons repartir dans le passé. Donc on va commencer dans les années 2000 pour parcourir les évolutions qui ont impacté ces domaines au fil du temps avec le design. Et pour commencer, une petite question à blanc pour vous mettre en jambe, donc pas besoin de répondre dans le sondage pour celle-ci. Reconnaissez-vous ce bruit ? Donc évidemment, il s'agissait du bruit caractéristique du modem, le modulateur démodulateur, qui se branchait à l'époque sur la prise téléphonique et qu'on allumait uniquement au moment où on souhaitait utiliser Internet. Alors, je vais peut-être... apparemment, tout le monde n'entend pas le bruit. Je vais reprendre le partage. Désolée. C'est les aléas du direct. Elle était trop faible, ça doit être ça. C'est pas grave. Donc, c'est ceux qui n'ont pas pu entendre le bruit. C'était donc le bruit du modem. Côté matériel, toujours dans les années 2000, on avait donc du matériel assez volumineux, mais paradoxalement avec un écran plutôt petit pour la connexion, donc le fameux modem qu'on ne pouvait pas brancher tout le temps et pas de possibilité de naviguer sur Internet via les téléphones mobiles. Alors, première question, donc cette fois-ci, vous pouvez répondre dans le sondage, dans l'onglet sondage.
selon vous, quelle résolution d'écran était en vogue dans les années 2000? 800 par 600, 1960 par 1024 ou 1360 par 768? Je vous ai mis une petite musique d'attente pour que vous puissiez répondre. Donc la réponse c'était 800 par 600. Donc sachant qu'évidemment avec le navigateur, on obtenait une surface réelle visible de 750 par 415 pixels. Donc une petite surface. Alors, on vous a mis à titre d'exemple quelques designs qui ont été réalisés à l'époque chez Cli Interactive. Donc ça date d'il y a 20 ans. Et vous voyez qu'on a des interfaces qui sont très denses, sans parler des styles graphiques. Et on a très peu d'espace pour présenter ces interfaces. On peut passer au slide suivant. Je crois qu'il y a un autre exemple. Voilà. Avec le navigateur qui va bien. Alors, les internautes, dans les années 2000, donc la population française, la part de la population française qui navigue sur le web passe de 14% à 77% en 10 ans. Et le nombre d'abonnés ADSL suit une croissance similaire. Donc, la DSL qui permet de se connecter à Internet sans passer par le fameux modem et qui permet de rester branché à Internet tout le temps. On passe de 200 000 à 12 millions d'abonnés. Seconde question, quel navigateur était utilisé dans les années 2000? Donc plusieurs réponses possibles. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari ou Netscape? Pardon, Et donc les navigateurs étaient principalement Internet Explorer 6, Netscape 4 qui a disparu depuis et Firefox qui est arrivé en 2004. Alors la difficulté de ces navigateurs, c'est qu'ils interprétaient tous le HTML de façon différente, ce qui nécessitait de produire beaucoup de code HTML et CSS pour obtenir le même résultat sur ces trois navigateurs. Alors, dans les mêmes années, en 2005, on a vu l'apparition des premiers smartphones avec le premier BlackBerry, suivi ensuite en 2007 du premier iPhone. Donc, c'est le début de la mobilité. On peut passer à la petite question qui suit. À votre avis, qui a popularisé le BlackBerry à l'époque? Est-ce que c'est Barack Obama? Est-ce que c'est Angela Merkel ou Nicolas Sarkozy? Vous pouvez répondre dans le sondage. Alors, c'est bien Barack Obama, bravo. Angela Merkel a pas mal de succès aussi, mais c'est Barack qui a popularisé le BlackBerry. Malgré ça, c'est un téléphone qui est rapidement tombé en désuétude et qui a été supplanté par le succès de l'iPhone, grâce à son interface innovante qui était poussée par l'iOS 6. Donc, on assistait à ce moment-là au premier design d'interface qui était basé sur le principe du skeuomorphisme, c'est-à-dire adopter un design très réaliste, notamment là pour les icônes de l'iOS 6. On voit que l'appareil photo a un design de caméra, on voit que l'agenda a des vraies spirales avec des pages ou encore des surpiqûres de cuir et des effets de texture de bois. Donc, c'est des designs qui sont très lourds graphiquement, avec beaucoup d'effets de profondeur d'ombré, de relief et d'éléments ornementaux.
L'avantage de ce design, qui est aussi un petit peu passé de mode depuis, c'est que c'était très rassurant pour les utilisateurs et aussi très affordant, c'est-à-dire que c'était facile de comprendre et de cliquer sur les éléments. Et c'était un avantage pour Apple au tout début de l'iPhone, puisque c'était totalement nouveau pour les utilisateurs. Alors, le skeuomorphisme, c'est pas Apple qui l'a inventé, c'est quelque chose qui existait déjà auparavant. Donc là, vous avez l'exemple de cette voiture Ford avec un plaquage bois sur les côtés. En réalité, c'est pas un plaquage bois, c'est un plaquage faux bois en plastique, imitation de bois, parce que le bois était déjà trop cher. Donc là, c'est pareil, c'est un principe de skeuomorphisme et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans les objets du quotidien aujourd'hui, par exemple avec les nombreuses bouilloires vintage qui adoptent un style vraiment des bouilloires années 50 de l'époque, avec des fonctionnalités beaucoup plus modernes. Alors, retour en 2010 maintenant, avec une question concernant toujours la connexion, avec l'apparition du Wi-Fi. Selon vous, que veut dire Wi-Fi? We are so fun, wireless fidelity ou with fire? Alors, ça veut dire bien sûr wireless fidelity, donc c'est la connexion sans fil. Le Wi-Fi a été inventé en 1997 et Apple a été la première entreprise à proposer des ordinateurs avec le Wi-Fi intégré à partir de 1999. Du côté des internautes, les résolutions d'écran dès 2010 augmentent énormément puisqu'on passe à 2080 pixels de large. Et les utilisateurs de téléphones portables, de smartphones augmentent également. Entre 2014 et 2019, on passe de 52% à presque 80%. Côté navigateur, on peut noter l'arrivée de Google Chrome et de Safari sur Mac et surtout la disparition d'IE6, ce qui va permettre une meilleure interprétation, une interprétation plus similaire sur les différents navigateurs, donc un code simplifié et moins de travail d'homogénéisation. Donc, puisqu'on passe à davantage de téléphones mobiles, que veut dire selon vous responsive web design, realize wonder design, responsive web design? Je crois que j'ai fait une boulette, non? Que veut dire RWD, realize wonder design, responsive web design ou respect all definition? Donc, je vous avais un peu donné la réponse. Responsive Web Design, donc le RWD qui est l'acronyme du Responsive Web Design, qui apparaît donc avec l'utilisation des tablettes et des mobiles. Alors à l'époque, on distingue l'Adaptative Web Design et le Responsive Web Design. Le responsive étant l'utilisation de grilles fluides et la possibilité de faire passer les éléments les uns en dessous des autres pour pouvoir les afficher tout le contenu, quelle que soit la taille de l'écran. Alors que l'adaptative web design va plus loin et essaye d'apporter la meilleure expérience utilisateur en fonction de l'outil utilisé. Donc, en l'occurrence, par exemple, sur un téléphone mobile, on a un petit écran et on navigue avec le doigt. Donc, on va adapter les fonctionnalités en fonction de cet outil-là. Alors, dans les mêmes années, dans les années 2010, on a l'apparition du flat design. Donc, c'est le nouveau less is more par rapport au skeuomorphisme. C'est un mouvement de design web qui est inspiré de l'école de graphisme du Bauhaus. Donc, c'est un mouvement qui se veut minimaliste
Donc, on n'a plus vraiment de relief, d'ombré, d'effet aqua sur les éléments cliquables. On se concentre désormais sur l'essentiel. On fait la part belle au contenu et on met l'accent sur la lisibilité et la hiérarchisation des éléments. Voilà, donc ici, c'est le passage de l'iOS 6, donc le skeuomorphisme, à l'iOS 7, qui marque un nouveau début de tendance, puisqu'on voit que le design des icônes d'application est un peu plus épuré. Alors, on voit qu'il y a toujours un petit peu de dégradé, il y a encore un petit peu de relief dans ces applications, mais c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus minimaliste, y compris dans les typographies. Et ça marque une rupture et un début de tendance vers le flat, avec le passage à l'iOS 7 d'Apple. Du côté de Microsoft, on a la création de ce qu'ils ont appelé à cette époque-là le Modern UI. Donc, c'est pareil, des principes de flat design avec des grands aplats de couleurs, vraiment très épurés. Et c'est un design qui a été considéré comme manquant un petit peu d'affordance pour les utilisateurs. Ici, pour illustrer le propos, donc on vous a mis des exemples de logos des grands acteurs du numérique, donc Google, Apple, Instagram, Twitter, et vous voyez bien l'évolution des logos vers l'aplat, de plus en plus en arrivant dans les années 2020. Et enfin, on a le matériel design de Google qui a marqué aussi une révolution, puisque là, il s'agit pour Google de proposer vraiment une bibliothèque complète et des règles à suivre pour les graphistes et les développeurs de composants et d'éléments qui seront adaptés et adaptable à tous les devices, donc de l'écran d'ordinateur jusqu'au téléphone mobile. Et surtout, on a enfin l'ajout d'éléments de micro-interaction et d'animation qui visent à fluidifier et à améliorer l'expérience utilisateur. Je reviens sur le material design, donc c'est déjà les prémices du design system, qui est un terme qui est apparu un petit peu plus tard en fait dans nos métiers. Ici, on a mis des exemples de sites qu'on a réalisés dans les années 2010, l'assurance maladie, Amélie et Gallica pour la Bibliothèque nationale de France. Donc on voit qu'on est dans des résolutions un petit peu plus grandes. Et en termes de design, ça commence à changer un petit peu, mais on a encore pas mal d'effets de relief, des ombrés un petit peu lourds. Voilà, on s'autocritique, ça fait un peu mal aux yeux. Et on voit qu'à travers le temps, à travers ces exemples-là, on s'oriente davantage vers des designs plus épurés, davantage basés sur le flat design, pour finir sur quelques dernières références qui sont encore plus récentes, 2019-2020, avec le site ISOVER et le site institutionnel de la Caisse des dépôts, où on est vraiment de plus en plus dans l'épure, le minimalisme, où on fait la part belle vraiment à la mise en avant des contenus et à la hiérarchisation des contenus, sans oublier l'aspect esthétique. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, je ne vois pas les slides, donc vous voyez les slides? Est-ce que tout le monde voit la présentation? Je pense qu'on a eu un problème peut-être côté Sarah. Oui, j'ai l'impression aussi que Sarah est figée et la présentation aussi. La main. Bon, en tout cas, on a des commentaires dans le chat concernant voilà, moins de couleurs mais plus compréhensible, tout à fait.
Donc, en attendant que Sarah revienne, je vais reprendre la main. Ouais, Normalement, tout le monde voit l'écran. ouais, c'est bon. Ok, super. Je te redonne la parole, Fanny. Oui. Et donc, en 2020, alors, on change de technologie pour accéder à Internet. À votre avis, de quoi est constituée la fibre optique? De verre, de cuivre ou de plastique? Vous pouvez répondre dans le sondage. Je suis de retour, hein. Désolée, D'accord, problème de connexion. ça arrive. Bah, on a posé la question, du coup, on vient de la lancer Ah ouais. sur la fibre optique. Du coup, c'est toi qui partages, Fanny, ou C'est Chloé qui partage. c'est Chloé? D'accord. Mm. Ok. Tu veux que je reprenne le partage, Chloé, ou c'est bon? Pour l'instant, ça va. D'accord. Donc la Alors, fibre optique est composée de verre avec un cœur en fibre de verre fin, protégé par une gaine optique qui maintient la lumière à l'intérieur de la fibre et une gaine extérieure. Les données sont transportées à la vitesse de la lumière via un signal émis par une diode laser. Et le débit minimum est de 100 mégabits par seconde, alors que pour la DSL, c'est maximum 15 mégabits par seconde. Du côté des smartphones, on constate un usage très très large puisque 90% de la population mondiale utilise des smartphones en 2020 et que 90% des utilisateurs de smartphones se connectent sur le web avec leur appareil. Du côté des écrans, donc des résolutions, on voit que les grandes résolutions sont de la partie avec en top one 1920 par 1080, suivi d'assez près par deux autres grandes résolutions également. Alors, à la même époque, on parle aussi en matière de création graphique et de conception ergonomique et graphique, on parle de guide de style et de design system. Alors attention, c'est pas tout à fait la même chose. Le design system inclut le guide de style. Le guide de style, c'est finalement l'équivalent de ce qu'on aurait pu appeler dans les années 2000 une charte graphique web, c'est-à-dire que c'est un document qui peut être en ligne, qui synthétise l'ensemble des styles pour concevoir de manière homogène des pages d'un site ou d'une application. Le design system, c'est une véritable bibliothèque de références et c'est aussi un guide pour designer. Ça s'adresse à la fois aux designers et aux développeurs qui peuvent télécharger, copier les codes directement des composants qui sont parfois proposés dans plusieurs langages. En parlant de design system, donc on est obligé aujourd'hui en 2022 de faire un petit clin d'œil sur le design system de l'État. En 2020, le gouvernement a publié sa nouvelle charte du gouvernement avec ce fameux bloc-marque et la création de la typo Marianne avec tout un tas de règles graphiques associées. Et dans la foulée, le gouvernement a sorti le design system de l'État avec un ensemble de composants et d'éléments auxquels se référencer quand on design une application ou un site internet pour les ministères et le gouvernement. Donc chez CLI, on utilise ce guide de style et ce design system dans le cadre de nos travaux pour nos clients au sein des ministères. Et nous avons notre référent sur le DSFR, Adrien Viala, si ça vous intéresse, qui fera un interview prochainement le 16 mars sur Acteur Public. Voilà, petite publicité au passage. Et avec le DSFR, on va parler également accessibilité, qui est désormais une obligation pour un certain nombre de sites. Avec une première question, qu'est-ce que l'accessibilité numérique? Est-ce proposer des services numériques spécifiques aux personnes en situation de handicap ou permettre à tous d'accéder aux services numériques?
Donc c'était la deuxième réponse qui était la bonne, puisque Tim Berners-Lee, le directeur du W3C, le W3C étant le World Wide Web Consortium, un organisme de standardisation à but non lucratif qui est chargé de promouvoir la compatibilité des technologies web. Donc son directeur a indiqué que mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel, logiciel, infrastructure, langue, culture, localisation, aptitude physique ou mentale, eh bien, c'était ça qui constituait l'accessibilité numérique. Pour cela, le W3C a mené une initiative donc, qui s'appelle le WCAG. Le WCAG, c'est une série de directives sur l'accessibilité du web. Et ça se passe au niveau mondial, mais ce sont plus des directives théoriques. Et en France, nous avons le RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui propose un certain nombre de tests à valider ou à invalider pour connaître le niveau d'accessibilité d'un site. Question suivante. Les critères d'accessibilité concernent essentiellement les non-voyants. Oui, principalement. Non, ils peuvent concerner différents types de handicap. Donc, les critères d'accessibilité sont un ensemble de bonnes pratiques qui permettent à votre site ou à votre application d'être mis à disposition de différents groupes. Donc, différents groupes, ça peut être des utilisateurs de téléphones portables, des personnes ayant un faible débit, des personnes âgées, des malvoyants, etc. etc. Il ne faut pas présumer de ce qui sera utile à un groupe ou pas, puisque par exemple, une publicité pour une console de jeu peut tout à fait intéresser un non-voyant. D'abord parce qu'il peut lui-même y jouer d'une autre manière qu'un voyant, et puis aussi il peut vouloir l'offrir à quelqu'un, par exemple. Une personne peut faire partie de plusieurs groupes. Là, on a par exemple une personne qui utilise une plage braille qui peut aussi être utilisateur de mobile et utilisateur de synthèse vocale. Et toutes les personnes d'un même groupe ne vont pas naviguer de la même manière, ne vont pas forcément utiliser les mêmes outils. Question suivante. Développer un site conforme aux règles d'accessibilité est plus coûteux. Oui, beaucoup plus cher. Non, pas nécessairement plus cher. Alors non, ce n'est pas nécessairement plus coûteux. Tout va dépendre de la conception, pour commencer. Donc si la conception est faite sans respecter les principes d'accessibilité, on risque de rencontrer de grosses difficultés au développement. Nous avons pris l'exemple ici d'un en-tête qui change en fonction de si on est sur la page d'accueil ou sur la page une page intérieure du site. Donc on voit que sur la page d'accueil, on a un menu. Et quand on arrive sur les pages intérieures, ce menu est précédé d'un moteur de recherche. Or, on a une règle dans le RGA qui indique que le menu et la recherche doivent toujours être placés au même endroit. Donc, ce point-là aurait dû être en fait corrigé à la conception pour éviter d'avoir des problèmes en développement. Donc ici, on vous a mis un exemple de conception où l'accessibilité a été prise en compte dès le début, avec un encart qui demande si le contenu proposé a été utile. Si la personne répond oui, au départ, la conception avait proposé que le bloc disparaisse complètement. Et en prenant en compte l'accessibilité, on a préféré remplacer l'encart par un feedback, un retour de l'utilisateur pour lui indiquer qu'on a bien pris en compte sa réponse. Et il peut fermer lui-même, avec une action de sa part, le bloc en question. Question suivante. Lors du design des maquettes UI, du design UI, donc les maquettes graphiques, il faut seulement vérifier les contrastes de couleurs, vrai ou faux. Alors c'est faux, il existe tout un tas de bonnes pratiques pour le design UI et pour la conception UX. Donc on vous a listé ici 3 checklists pour la conception UX et le design. Entre autres, donc le guide du concepteur de la DISIC,
Donc la DISIC étant la direction interministérielle des systèmes de l'information et de communication, et les notices Acced Web qui regroupent des notices pour les concepteurs, les développeurs, voilà, plusieurs catégories de métiers. Un exemple de bonne pratique au niveau du design UI, veiller à ce que les liens situés dans un texte environnant soient assez visibles. Donc ceci, c'est pour différencier les liens des paragraphes de texte qui sont situés dans un paragraphe de texte. Autre question, les outils automatiques permettent de donner un pourcentage de l'accessibilité. Vrai ou faux? Alors, c'est faux. Pourquoi? Parce que les outils automatiques permettent de tester essentiellement la présence des éléments obligatoires et les contrastes de texte et de couleurs. Par contre, seuls les tests manuels permettent de tester la pertinence des éléments, de vérifier que les bons modèles sont implémentés, notamment pour les fonctionnalités JavaScript, et de juger de la gravité de la non-conformité d'un critère. Une grande majorité de critères ne sont testables que manuellement. Donc, il existe des tests automatiques de type Tanaguru, Asquatasun ou des plugins que vous pouvez avoir dans le navigateur, comme Arc Toolkit. Mais ça ne vous donnera pas un pourcentage précis du niveau d'accessibilité, pardon. Et donc, la notion de gravité n'est absolument pas prise en compte par les outils automatiques. Si je prends un exemple d'éléments qu'on peut juger uniquement manuellement, on peut avoir un menu qui est inutilisable au clavier et qui va empêcher complètement de naviguer sur le site, alors qu'un titre de lien qui répète l'intitulé du lien sera gênant à la lecture, mais ne sera pas bloquant. Donc chez Cli Interactive, nous réalisons des audits. Comment se passe un audit? On prend un échantillon de page du site, un échantillon qui est défini par le RGA. Il est précisé dans le RGA quel type de page il faut prendre dans l'échantillon. Ensuite, nous réalisons l'audit manuel et nous produisons un rapport d'audit avec priorisation des critères selon la gravité d'une part et la difficulté de correction d'autre part, ce qui permet de savoir quels sont les points à corriger en urgence. Question suivante, je dois obligatoirement valider tous les critères d'accessibilité pour prétendre avoir un site accessible. Vrai ou faux? Alors c'est vrai, tous les critères doivent être validés selon le RGA pour avoir un site accessible. Donc le RGA considère que si vous avez moins de 50% de critères validés, votre site est non accessible. Entre 50 et 99% qu'il est partiellement accessible. Et uniquement si vous avez 100% des critères validés, votre site peut prétendre être accessible. Donc la plupart des sites publics essayent d'obtenir au moins 75% de critères validés. Alors, en cas de non-conformité, actuellement, il n'y a pas de sanctions pénales qui soient mises en place. Donc je vous rappelle que les services qui doivent être accessibles, ce sont tous les services de communication au public en ligne et également depuis quelques années, les entreprises qui ont un seuil de chiffre d'affaires supérieur à 250 millions. Donc pas de sanctions, mais une mauvaise image du site. Pourquoi? Parce qu'il y a des associations, notamment de non-voyants, comme Valentin OI ou Braillenet, qui font régulièrement des rapports sur les sites publics et qui dénoncent les sites qui n'ont pas de déclaration de conformité ou qui ont des déclarations de conformité de complaisance, ce qui donne évidemment une très mauvaise image du site en question. Donc pour atteindre ce niveau de 100%, il faut noter que l'accessibilité devra être prise en compte dès la conception, qu'elle nécessitera peut-être des arbitrages en conception qui permettront de faciliter les développements. Il ne faut pas oublier que les améliorations sont toujours possibles même après la mise en production
et que la prise en compte de l'accessibilité est indispensable lors des futures évolutions. Alors, nous avons parlé de design et de son évolution à travers le temps. On a parlé d'accessibilité. Le troisième défi qui nous concerne aujourd'hui dans nos métiers, c'est l'éco-conception. Et nous allons commencer par, nous allons faire finalement une introduction à l'éco-conception à travers la diffusion de quelques chiffres qui sont issus de ces deux sources principalement. Donc, l'étude INUM sur les impacts environnementaux du numérique en France et le référentiel des 115 bonnes pratiques en éco-conception web de Frédéric Bardage. C'est parti, on va commencer avec la première question. À votre avis, quel est le premier poste d'impact du numérique ? Est-ce que ce sont les centres informatiques qui hébergent les serveurs? Est-ce que c'est la consommation d'électricité des équipements? Ou bien est-ce que c'est la fabrication des équipements? Vous pouvez répondre dans le sondage. Donc, qu'est-ce qui entraîne le plus d'impact sur l'environnement? Alors, je ne sais pas si tout le monde a répondu. Bon, alors, c'est la fabrication des équipements. Bravo. En réalité, donc, ce n'est pas les data centers, les centres informatiques qui hébergent les serveurs, qui sont responsables du plus fort impact environnemental. Alors, on voit que les équipements, en termes d'utilisation, le premier impact, c'est la consommation d'énergie. En revanche, lors de la fabrication de ces équipements, on constate qu'il y a un fort pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'eau et d'utilisation de ressources abiotiques qui sont contenues dans la terre. On peut passer au slide suivant. Alors, je précise que les centres informatiques qui hébergent les serveurs arrivent en deuxième position, mais en moindre mesure. Et ensuite, la consommation d'électricité des équipements arrive en troisième position par rapport à ça. Deuxième question, quels équipements, parmi ces équipements, des utilisateurs totalisent le plus d'impacts environnementaux en France? À votre avis, est-ce que ce sont les TV et les décodeurs? Est-ce que ce sont les ordinateurs et les écrans? Est-ce que ce sont les téléphones mobiles ou bien les objets connectés? Alors, effectivement, on pourrait penser que ce sont les téléphones mobiles qui totalisent le plus d'impact parce qu'effectivement, c'est l'équipement le plus répandu dans le monde. Mais en réalité, ce sont les télés et les décodeurs qui totalisent entre 22 et 65% des impacts environnementaux en France qui concernent le numérique. Pourquoi ? On peut passer au slide suivant. Parce que, en réalité, c'est la taille de l'écran qui est très impactante pour l'environnement. Par exemple, pour la fabrication d'une télé 47 pouces, on a des émissions de gaz à effet de serre de 479 kg et une consommation d'eau de 26 000 litres. Donc, ce sont vraiment des chiffres très impressionnants. On peut passer au slide suivant. J'ai peut-être un petit temps de latence. Il faut préciser de quoi on parle quand on parle des impacts environnementaux. Alors, on parle de l'énergie primaire, donc par exemple la consommation d'électricité. On parle d'émissions de gaz à effet de serre qui entrent en jeu, par exemple, lors de la fabrication des équipements. On parle de consommation d'eau. Et on parle surtout, et c'est le sujet le plus préoccupant actuellement, de l'extraction de minerais qui équivaut à 4 milliards de tonnes de terre. Et dans ces minerais, on va chercher, on peut passer au slide suivant, on va chercher des métaux et des terres rares. Ici, on a une photo d'une mine d'extraction de terres rares au nord de la Chine.
Et pourquoi des métaux et des terres rares? Eh bien, parce que ça entre dans la composition des nombreux équipements numériques qu'on utilise. Ici, on a un schéma qui montre les métaux précieux, les terres rares et les métaux rares qui sont contenus dans un smartphone classiquement et leur origine géographique. On recense près de 70 matériaux pour fabriquer un téléphone, un smartphone. Et le souci avec ces matériaux et ces extractions de minerais, c'est que quand ils sont en fin de vie, en fait, c'est très difficilement recyclable, voire pas du tout recyclable, à cause des alliages qui composent les tout petits éléments qui sont contenus à l'intérieur. Et actuellement, c'est moins cher de fabriquer et d'acheter neuf que de recycler. Alors, prochaine question. Donc, en France, combien d'appareils possède un utilisateur, à votre avis? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 11? Est-ce que c'est 8? Alors, la moyenne, c'est 11 en France. Si on exclut les moins de 15 ans et les plus de 70 ans, ça passe à 15. Donc, on est sur une moyenne par utilisateur de 11 à 15 appareils, ce qui est énorme. La moyenne mondiale, c'est 8 appareils. Parallèlement à ça, on utilise des applications et des sites internet qui sont toujours plus lourds et plus performants. À votre avis, le poids moyen d'une page web a été multiplié par combien entre 1995, les débuts du web, et 2015? Est-ce que c'est par 20? Est-ce que c'est par 50 ou est-ce que c'est par 100? Alors bravo, c'est bien par 100, plus précisément par 115. Donc on est passé de 14 kilo-octets en moyenne pour une page web à près de 1600 kilo-octets en moyenne en 2015. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui on produit des applications et des sites internet qui sont toujours plus lourds et plus gras. Voilà, on possède beaucoup d'équipements. On a accès à des sites internet, des services numériques qui sont toujours plus lourds et plus gras. Et je vais vous raconter mon expérience personnelle. Donc, ce phénomène d'obésiciel qu'on vit aujourd'hui est partie prenante dans le phénomène d'obsolescence programmée. Par exemple, là, je vous montre en photo mon iPhone 6 que j'ai acheté en 2015. Donc, il a pas mal duré, il est bien rafistolé. J'ai cassé 2 fois l'écran, j'ai changé 2 fois l'écran. Je l'ai changé il y a 2 semaines, en fait, parce que j'ai voulu payer mon stationnement. Et j'ai ouvert mon application Pay by Phone. Et à ce moment-là, il fallait que je fasse une mise à jour de l'application. Donc, je suis allée sur l'Apple Store pour faire cette mise à jour. Et en fait, je n'ai pas pu la faire parce qu'il fallait que je télécharge la dernière version de l'iOS que je ne voulais pas télécharger parce que je sais que mon iPhone est déjà très lent, il rame beaucoup, donc je ne voulais pas faire la mise à jour de la dernière version de l'iOS. Donc, je n'ai pas fait la mise à jour de Pay by Phone et je n'ai pas payé mon stationnement. Et je me suis résolue à enfin acheter un nouveau téléphone alors que celui-ci fonctionnait pas mal si je n'avais pas ce problème de mise à jour du système. On peut passer au slide suivant. Et donc, j'ai acheté un nouveau téléphone. Alors, je me suis orientée sur un téléphone reconditionné que j'ai acheté il y a 1 semaine à peine. Donc, c'est du reconditionné. Et pourquoi je parle de reconditionné? Parce que le réemploi, c'est un des premiers leviers pour réduire les impacts environnementaux. On peut passer au slide suivant. Puisque l'enjeu principal par rapport aux impacts sur l'environnement, ça va être de réduire le nombre d'équipements des utilisateurs. Et pour réduire le nombre d'équipements, il faut allonger la durée de vie de ces équipements. Donc,
Le premier levier, c'est le réemploi. Le deuxième levier, ça va être l'éco-conception. Quand on parle d'éco-conception, à votre avis, est-ce que c'est une affaire de performance et d'optimisation du code? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, bah, on arrive à 50-50 au niveau des votes. C'est plutôt faux. C'est une idée fausse de penser que l'éco-conception, ça va être une démarche qui va concerner uniquement l'optimisation du code d'un site internet ou d'une application. En réalité, c'est une démarche qu'on doit adopter en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie d'un service numérique. Et donc, plus on éco-conçoit tôt dans le cycle de conception, plus les leviers sont importants. Et donc, il s'agit de penser l'éco-conception déjà lors du cadrage, lors de la conception fonctionnelle et technique, lors du maquettage, donc en amont du code. Et donc, comment on fait? Il s'agit de concevoir de manière responsable en adoptant une posture de sobriété, notamment en respectant ces trois principes clés que sont la simplicité, la frugalité et la pertinence. Alors actuellement, il existe des outils qui vont vous permettre d'évaluer les impacts environnementaux de votre site. Alors tout d'abord, on a l'Eco-Index, qui est un outil d'analyse automatique de premier niveau qui va permettre de faire une analyse d'ensemble sur un site internet et d'obtenir une note qui est un premier indicateur. Et ensuite, parmi les outils gratuits, on a aussi le plugin Green IT que vous pouvez installer sur votre navigateur. Et là, ça ne permet pas d'analyser le site dans son ensemble, mais d'analyser chaque page d'un site. Et pour chaque page, on va avoir une note associée d'éco-index. Et on va aussi avoir un certain nombre d'erreurs, entre guillemets, associées à des bonnes pratiques. Et donc, ça va nous donner des indications sur les choses à améliorer dans votre site internet pour améliorer les choses et améliorer les impacts environnementaux de son site. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de sites pour illustrer quelques bonnes pratiques en conception pour éco-concevoir. Alors, le premier point, ça va être de définir l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire définir la fonctionnalité principale de son service, de son site internet, de son application. Ici, on a deux exemples et les captures d'écran parlent d'elles-mêmes. Donc, on a deux moteurs de recherche, Yahoo et Google. Qui est le leader? C'est Google. Vous voyez la différence de conception. Yahoo, le moteur de recherche, est vraiment, finalement, on ne le voit presque plus parmi toutes les autres fonctionnalités qui sont proposées, des actualités, de la météo, des publicités, des tendances et des alertes. Google a vraiment recentré la fonctionnalité principale sur la recherche et on a un champ de recherche. Ici, je partage quelques exemples de sites qui ont été éco-conçus selon des bonnes pratiques en matière de conception. Donc, on a ce site Sustainable Web Design qui a été conçu selon certaines bonnes pratiques, favoriser un design simple, épuré et adapté au web et concevoir dans une approche mobile first notamment. Donc ici, on a des choix qui ont été faits. Je vous invite à aller voir le site dans votre navigateur. Donc de couleurs monochromes qui sont issues de la palette de couleurs web, par exemple, qui pèsent moins lourd. On a des choix de typographie qui sont des typos standards. On n'a pas d'animation, par exemple. On a très peu d'images. On a des formes CSS qui sont utilisées pour faire le design. Et donc, ça permet de répondre à certaines bonnes pratiques. Le deuxième site, c'est le site de Ethic by Design. Donc, c'est un collectif
Donc là, bon, on voit clairement qu'il y a des choix très forts qui ont été faits en matière de conception. C'est très minimaliste en termes de couleurs. En termes de typographie, on est sur de la typo standard aussi. Là, c'était surtout pour illustrer qu'en termes d'image, il y a des solutions qui existent. Là, il y a un choix très fort qui a été fait, c'est d'optimiser, de passer les images en noir et blanc. Donc, il y a moins de couleurs, donc elles pèsent moins lourd. Et en les optimisant vraiment beaucoup, elles sont légèrement dégradées, mais ça contribue aussi à définir un style graphique pour ce site internet. Et enfin, le site du Low Tech Lab, qui est une référence, parce que en plus de la conception UX et graphique, en termes de développement, d'hébergement, il suit vraiment des règles très fines d'éco-conception. Donc là encore, vous avez vu au niveau, sur la copie d'écran de la page d'accueil, au niveau du traitement de l'image, on a de la bichromie, donc ça pèse moins lourd, on a moins de couleurs. On a aussi un traitement un petit peu proche d'un support imprimé qui donne un style graphique. On a de la typo standard qui pèse pas lourd, qui pèse rien. On a quand même une typo, on a de la roboto condensée, il me semble, dans les titres. Donc, il y a des choix qui ont été faits pour quand même donner un style particulier à ce site. Je voulais montrer l'exemple des actualités blog où on a une page sans image qui s'affiche d'emblée et où l'utilisateur peut choisir d'afficher les images. Voilà. Donc, il n'y a pas d'animation non plus, il n'y a pas de vidéo. Donc, c'est des choix raisonnés qui sont faits en termes de conception dès le départ, en amont des développements. Si vous souhaitez aller plus loin, au niveau des bonnes pratiques, il existe des guides que vous pouvez consulter. Donc, on a déjà cité les 115 bonnes pratiques en éco-conception web. Il y a aussi le guide d'éco-conception des services numériques. On a aussi le référentiel général d'éco-conception des services numériques de la DINUM. Voilà, et donc ce sont des guides en ligne. Certains, vous pouvez les télécharger. Et les bonnes pratiques sont classées selon des thématiques UX, UI, conception, développement, etc., CSS, etc. Voilà. Alors, on a parlé de design et de son évolution à travers le temps. Donc, vous avez vu que depuis les débuts du web, le design a évolué vers plus de simplicité, plus de minimalisme et d'épure et de rationalité aussi. Et donc, on a vu que pour pour l'accessibilité numérique, c'était de permettre à tous d'accéder aux services numériques, qu'elle se mettait en œuvre dès la conception, qu'elle pouvait nécessiter des arbitrages et que ces arbitrages allaient permettre de simplifier les fonctionnalités trop complexes. Et ne pas oublier que lors des développements, le respect des bonnes pratiques se poursuit et permet d'avoir un code stable et robuste. Camille, pour Voilà, l'éco-conception. oui. Donc, on a vu avec l'éco-conception que ça doit nous permettre de faire une conception, de penser les services numériques en amont de manière simple, frugale et sobre. Voilà, donc on constate que certaines notions sont présentes dans les 3 thématiques, notamment la simplicité. Et donc avec ces thématiques, nous avons les 3 ingrédients pour construire un avenir numérique qui répond aux besoins des utilisateurs tout en respectant l'environnement. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire et aux différents sondages. Merci à toi Chloé d'avoir œuvré. Avec plaisir. Merci Fanny. Merci à vous, merci d'avoir participé. On espère que ça vous a intéressé. Je suis en train de regarder les questions dans le chat. Alors, les appareils numériques, c'est tout ce qu'on a évoqué pour répondre à la question de Anne-Sophie. C'est tout ce qu'on a évoqué en parlant des appareils numériques possédés par les utilisateurs. Donc, ça va de la télé au décodeur en passant par
les téléphones mobiles, les ordinateurs et des objets connectés. Voilà, merci Sarah, tu avais répondu. Une question sur les référentiels aussi. Oui, alors qu'est-ce que j'en pense? En fait, je ne sais pas trop quoi répondre. Je trouve qu'ils sont très bien conçus. Ces référentiels, ils se reprennent, ils se ressemblent, ils reprennent à peu près les mêmes thématiques. Il y a des différences de l'un à l'autre. En tout cas, je ne sais pas vraiment quoi répondre par rapport à ça, à part qu'ils sont très bien, c'est très bien pensé et je les recommande. Enfin, je recommande de les consulter en tout cas. Après, peut-être que vous aurez plus de préférence pour l'un ou l'autre en fonction de comment sont abordées les choses. Voilà, il n'y a plus de questions. Si jamais il y a des questions qui vous viennent après ce webinaire-là, n'hésitez pas à contacter Sarah et Fanny, soit sur LinkedIn, soit si vous avez leur mail directement, ou passer par l'adresse contact Cligroup. Je voulais juste terminer ce webinaire-là en vous remerciant tous. Le replay sera disponible dès qu'on quittera la session. On vous enverra la présentation si jamais ça vous intéresse. En parallèle, si ces sujets-là, Green IT, sobriété numérique, vous intéressent, on est en train de rédiger un livre blanc sur le sujet qui sera bientôt disponible. On vous communiquera le document une fois qu'il sera rédigé et complet. En attendant, si vous êtes concerné par les problématiques de migration du CMS Drupal, et notamment la migration Drupal 7 qui arrive à la fin de sa maintenance en novembre 2023, on a rédigé un livre blanc sur le sujet que je vous ai mis dans le chat. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et Twitter également pour voir nos différentes actualités clients interactives. On a aussi une page sur acteurs publics. Et puis, si jamais ça vous intéresse, on recrute aussi beaucoup de profils. Donc, vous pouvez passer une tête sur notre page Welcome to the Jungle pour voir tous les profils qui sont ouverts aujourd'hui chez CLI et chez Clients Interactive. On est parfait niveau timing. Je pense qu'on peut se quitter là. Merci à tous. Merci Sarah, merci Fanny. Merci à vous, merci à tous d'avoir participé. On espère que ça vous a intéressé. Merci à tous et très bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.